Le premier atelier est celui de l'emploi, de la formation et de la qualification. La création d'emplois est l'objectif premier de l'ensemble de nos territoires. L'adéquation emploi-formation est une problématique récurrente dans les entreprises, mais aussi bien évidemment dans nos EPCI. Je vais demander à M. Nicolas Miner et à M. Michel Darros de venir nous présenter la synthèse de cet atelier. Et donc, d'abord, dans un premier temps, très rapidement de se présenter, et ensuite de nous faire part des conclusions de cet atelier. Bonsoir à tout le monde. Donc, on va se présenter brièvement. Nicolas Miner, donc je suis élu de VGA, vice-président de la commission économie. Je suis aussi chef d'entreprise, mais ce soir j'ai la casquette d'élu de VGA. Michel Darros, donc je suis responsable d'agence du groupe Fauché. C'est un groupe qui fait 1200 personnes. Donc, si vous voulez, je suis surtout sur tout le secteur aquitaine. Donc, tous les sujets dont on a parlé, l'industrie viticole, vinicole, tout ce que vous voulez, l'industrie du bois, l'industrie du Lot-et-Garonne en général et de l'Aquitaine, bon, j'en ai fait pratiquement le tour. Donc, les plus gros sites sur lesquels on a pu travailler sont les Grands Chais de France à Landiras, les grandes usines Rigini, Unicoque, Lamoute. Voilà pour les très grands projets qu'on a réalisés. Donc, maintenant, je suis à la tête d'une agence de 25 personnes avec des techniciens spécialisés en électricité industrielle. Et je fais appel, tout à l'heure on va en parler, à des collègues, si vous voulez, pour des compétences externes au niveau du groupe. Donc nous avions l'atelier emploi, formation, qualification. Donc c'est peut-être pour ça que l'on commence, puisque c'est l'amont de toutes les problématiques. Donc au travers de notre atelier, vous le verrez, il y a des problématiques qui sont transversales au travers des différents ateliers. Donc, comme tout atelier, il y a des enjeux et des questions. Donc, nous avons organisé les ateliers donc en posant 3 questions. D'abord, mieux qualifier les besoins en compétences avant d'identifier les actions qui pourront être mises en œuvre. La question, c'est très simple, c'est quels sont les besoins des entreprises. Ensuite, on a adopté une approche proactive en faveur de la qualification et de l'évaluation du niveau de qualification de la population. Donc c'est vrai qu'on est sur un secteur où il y a un fort demande en besoin de qualification. Donc quelle est l'offre de formation du territoire qu'il aura besoin aujourd'hui, mais surtout quelle offre aura-t-il besoin demain? Et ensuite, améliorer l'adéquation entre les besoins d'emploi et les compétences disponibles. Donc tout ça autour de l'axe de la formation, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a souvent un décalage donc, entre la formation et le besoin de l'emploi. Donc, pour qu'il y ait bien une corrélation, une adéquation entre ces deux problématiques. Donc, quels sont les besoins des entreprises en matière d'accompagnement et de ressources humaines? Donc, pour les ateliers, nous avons fait une présentation assez brève de la démarche générale qui nous occupe aujourd'hui et dans les jours à venir. Et nous avons organisé 3 ateliers avec chacun qui répondait aux questions. Et on a constitué des ateliers, donc c'était des ateliers participatifs, comme ça a été souligné tout à l'heure. Donc, chacun répondait aux questions de façon tournante, et chacun après dégagé, et on a dégagé une synthèse de tous ces éléments, donc qui va vous être présenté par M. Darros. Donc le premier point, si vous voulez, on a essayé de faire un recensement des besoins. Donc dans l'industrie, notamment, il nous manque des techniciens, des soudeurs, des chaudronniers, des tuyauteurs. Mais aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que les entreprises manquent de candidats à ces postes. Bon, étant chef d'entreprise, je vois très peu de gens se présenter pour faire de l'apprentissage. J'ai trouvé très peu de BTS se présenter pour faire des contrats BTS en alternance. Les 2 seuls que j'ai eus, je les ai recrutés et embauchés. Aujourd'hui, ils sont chez moi. Et on constate que dans toutes les agences du groupe, c'est le même phénomène. Je pense que mais je connais aussi bien mes collègues tuyauteurs, chauffagistes, plombiers, ils ont exactement la même problématique. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment stimuler les jeunes, les faire connaître nos métiers, afin qu'on les intéresse à ces travaux. Ensuite, la deuxième filière dont on a parlé, c'est l'aéronautique aujourd'hui, qui est en train, à Marmande, de se développer.
On demande donc des ajusteurs, des opérateurs, des contrôleurs, des ingénieurs. Ces métiers, de ces métiers, si vous voulez, sont apparus de nouveaux besoins, puisqu'aujourd'hui, toutes les machines sont à commande numérique. On demande donc des formations assez poussées dans tous ces domaines, et on a un peu plus de mal à les trouver. Les gens aussi ont tendance à très peu rester sur le territoire. Ils ont, comme on disait tout à l'heure, l'attrait de la grande ville. Dans le bâtiment, le problème est identique. Des plombiers, des chauffagistes, des métiers de la climatisation, du traitement de l'air. Sur tous les chantiers, aujourd'hui, on va arriver, pas seulement que pour des raisons économiques, on va arriver énormément de main-d'œuvre polonaise, roumaine, turque. Donc des carreleurs, des menuisiers, des électriciens bâtiments aussi sont très très rares aujourd'hui. Les charpentiers, tous ces métiers liés à la construction ont été trop délaissés à cause d'une image, si vous voulez. On a trop fait comprendre, si vous voulez, que c'était des métiers de deuxième zone, et en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des métiers aujourd'hui très valorisants qu'il faut vraiment mettre en avant. En agriculture, le problème est identique, des saisonniers, des techniciens aujourd'hui, parce que l'agriculture s'est entièrement automatisée par les systèmes d'irrigation, par les systèmes de traitement. Tous les dosages sont faits numériquement. Donc il faut aussi former des gens à ces outils. Il faut accompagner aussi l'installation des agriculteurs avec de la gestion et du commerce. Parce qu'aujourd'hui, ce qui blesse le plus, c'est le commerce. Bon, chef d'entreprise aussi, je vois que le plus gros problème qu'on ait sur le terrain, c'est vraiment de développer le commerce. Moi, je suis toute la semaine sur la route pour essayer de prendre des affaires sur le Grand Aquitaine. Et il faut que tout le monde fasse la même chose, sinon, sur le tissu du Marmandais, on n'arrive pas à sortir le chiffre d'affaires qu'il nous faut. On avait oublié aussi un poste, et j'en parle, je l'ai rajouté, c'est tous les métiers de bouche, des boulangers, des pâtissiers, des bouchers, des charcutiers. Ce sont des métiers qui s'apprennent surtout grâce au contrat d'apprentissage. Ils ont besoin d'être encouragés. C'est des métiers difficiles, mais très bien rémunérés. Aujourd'hui, il faut encourager les jeunes vers ces métiers. Les services aux personnes. Donc on a besoin de médecins, de spécialistes, infirmiers, infirmières, aides-soignants ou aides-soignantes, aides à domicile. Il y a un manque d'engouement pour s'installer dans le monde rural. Pourtant, face à une population vieillissante, si vous voulez, il y a de la place pour tous. Les services aux industries, on a besoin, si vous voulez, dans le froid industriel, de compétences énormes, parce que le froid industriel, c'est beaucoup de calculs. Dans l'électricité industrielle, c'est identique. Il faut des bureaux d'études confirmés. Il faut des analystes, des programmeurs. Il faut donner surtout davantage d'attractivité au territoire pour conserver ici les compétences. C'est pour ça que sur le Marmandais, tous les collègues que je connais, qu'ils soient concurrents ou non, font tous appel à des services extérieurs pour faire les mises en service des systèmes robotisés. Ensuite, au niveau des besoins transverses, on a besoin de technico-commerciaux, de cadres, de contrôleurs de gestion. Mais là, c'est pareil. Aujourd'hui, mon poste est à pourvoir d'ici 2 ans. On a déjà lancé les recrutements. Sur Agen, c'est pareil. On cherche un directeur régional, on cherche un directeur de l'agence Faux chez Agen. On a mis 2 ans pour le trouver. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est présenté. Est-ce qu'il arrivera? On ne sait pas. Est-ce qu'il tiendra le choc? On ne le sait pas. Voilà pour les premiers points. Donc ensuite, on s'est attardé sur la demande en accompagnement des ressources humaines des TPE. Donc là, vraiment, on s'est focalisé sur les TPE, puisque les entreprises après d'une plus grosse taille ont on va dire des services en interne. Et les ressources humaines, c'est une gestion de plus en plus compliquée, comme ça vient d'être souligné. Il ressort un gros besoin de mutualisation des besoins en formation entre les salariés, les formations aussi des chefs d'entreprise, et il dégage un besoin de sur-mesure. Donc il y a la formation qui existe, mais les entreprises spécifiquement en interne aimeraient avoir des formations sur mesure. Donc il a été émis le souhait aussi d'avoir un centralisateur. On en parlera un peu plus loin parce qu'à un moment donné, il faut recenser l'offre, mais aussi recenser la demande. Et il faut une offre adaptée aux besoins. Ensuite, les fonctions ressources humaines, comme je l'ai indiqué, ne sont pas à la hauteur des TPE. Donc il a été émis l'idée peut-être de mutualiser cette fonction entre plusieurs sociétés.
Et ce qui est intéressant pour l'application de cela, c'est qu'on s'aperçoit que même si on a des activités très diversifiées sur les territoires, la mutualisation en termes de ressources humaines est un terme très transversal. Donc il y a eu des exemples menés sur le territoire, comme des groupements d'employeurs ou autres, qui sont intéressants et qui peuvent répondre à cette problématique de mutualisation des fonctions support de ressources humaines. Ensuite, ce qui a été évoqué tout à l'heure par M. Darros, c'est l'aide à l'anticipation des départs à la retraite. Donc là, cette anticipation des départs à la retraite, c'est à la fois au niveau des salariés, mais aussi à la fois au niveau du chef d'entreprise, qui repousse cette échéance toujours plus loin. Donc les personnes de la chambre de métiers ou chambre de commerce connaissent très bien cette problématique. Et souvent, le chef d'entreprise a tendance à attendre le dernier moment. Et souvent, le dernier moment, c'est trop tard parce qu'il y a un fort besoin en termes de temps afin de trouver des repreneurs. Alors ça, c'est repreneurs pour le chef d'entreprise, mais aussi pour des postes clés de l'entreprise qui doivent être anticipés. Donc, il y a la promotion de la gestion de prévoyance des emplois et des compétences. Donc, c'est un grand mot. Les grandes sociétés sont habituées à manier cette technique et l'ancrent dans leur stratégie de ressources humaines. Mais on s'aperçoit que même les entreprises de taille plus modeste, voire les TPE, ont besoin de s'attarder à ces fonctions-là. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un accès qui est un peu difficile à l'information. Donc la demande des entreprises, c'est un accès beaucoup plus facile à l'information sur les dispositifs publics, le contrat de génération, les problématiques de pénibilité ou autres. Donc le chef d'entreprise a un manque sur ces informations. Qui fait quoi? Il y a un problème d'orientation. Donc ça, c'est un thème transversal que l'on voit aux différents ateliers. Il y a le besoin d'un centralisateur, d'une sorte de maison de l'économie, comme on en a parlé le plus souvent. Les chefs d'entreprise demandent une seule chose, qu'il y ait une interface d'identifier, un contact, un numéro, et qui soit ensuite un aiguilleur, mais qui sache taper à la bonne porte d'entrée, et c'est cet aiguilleur qui orientera vers telle ou telle solution. Donc l'échelon local ne doit pas se substituer, ça doit être un facilitateur qui permette d'orienter et qui permette de faire le bon choix très rapidement sans perdre de temps. Ensuite, les chefs d'entreprise ont souligné le manque d'accompagnement qu'il y a du chef d'entreprise au-delà de 3 ans. Donc à la création ou à la reprise, il y a tout un panel d'offres qui est là, qui s'active. Mais ensuite, au-delà de 3 ans, le chef d'entreprise se retrouve face à sa solitude. L'étape de 3 ans est cruciale à plusieurs titres. Elle est cruciale en termes économiques et d'activité, mais elle est aussi cruciale pour le développement de l'entreprise. Ensuite, la diffusion des besoins d'emploi et des compétences des entreprises. On s'est aperçu, puisque dans cet atelier, il y avait aussi des organismes de formation, on s'aperçoit qu'il y a un manque de connaissances mutuelles entre les employeurs, les salariés et les offres de formation sur le territoire. Donc, ce qui est demandé là, c'est de faire connaître les entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est un thème transverse qui revient, et mieux accompagner aussi les transitions professionnelles. Donc, plusieurs pistes d'action ont été identifiées en atelier. Bon, je vais reprendre la parole avec la valorisation des métiers. Comme on l'a dit, il faudra que ça passe par un pôle centralisateur qui permettra aux entreprises de se connaître. C'est le fameux qui fait quoi. Aujourd'hui, dans le Normandais, il y a très peu d'entreprises, si vous voulez, qui savent ce que fait l'entreprise, pas concurrente, mais parce que celle-là, en général, on les connaît, mais les entreprises comme des tuyauteurs, des entreprises qui ont des techniques particulières, personne ne connaît. Alors, pour faire ça, il faut communiquer d'abord. Et pour le faire, il faut se connaître. Si on ne se connaît pas, on ne communique pas. Aujourd'hui, si vous voulez, moi je trouve que l'Internet c'est bien, mais le dialogue avec l'homme c'est mieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour faire connaître ce qu'on fait, il ne faut pas avoir peur de frapper aux portes, de demander à visiter ou faire visiter, parce que demain il faut créer de l'engouement au métier. Il faut rassembler des plaquettes des entreprises pour inciter les gens à aller voir ce qui se passe dans cette entreprise. Bien sûr, ça s'organise. Il ne faut pas que tout le monde vienne tous les jours frapper à la porte pour dire voilà. Mais on peut très bien organiser un jour une visite d'un site, d'un chantier. On parlait tout à l'heure des grands chais de France, mais c'est vrai que c'est quelque chose de gigantesque, avec de la robotisation à outrance. Donc aujourd'hui, si vous voulez, des chantiers comme ça, les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est.
Ensuite, vous avez des usines comme Lamoutte, c'est pareil, qui sont à la fois de la technique électrique, de la technique mécanique, de l'hydraulique, de la ventilation, du pompage. L'usine, c'est une usine, c'est une multi-activité. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire connaître. Donc si vous voulez, nous, les entreprises, on est prêts à faire ouvrir les portes, puisqu'on a tissé des liens privilégiés avec tous ces grands entrepreneurs, tous ces grands patrons. Donc aujourd'hui, on sait très bien organiser des visites pour faire connaître ces sites. Ensuite, ce que je disais, il faut se regrouper pour cibler les formations requises. Parce qu'aujourd'hui, former pour former, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, si vous voulez, il faut travailler sur la base d'un forecast. Nous, on travaille sur des plans de prévisionnels à 3, 5 ans. Donc, si vous voulez, on sait d'ici dans 2 ans, on doit embaucher. On regarde, si vous voulez, on essaie de faire du commerce en amont auprès de tous les grands investisseurs pour savoir si on doit recruter, qui on doit former, comment on va réaliser les affaires. Il faut utiliser les structures existantes aussi pour faire de la promotion des entreprises, se faire connaître dans l'enseignement. L'enseignement aujourd'hui est trop détaché des entreprises. On ne voit jamais personne, jamais un professeur venir frapper à la porte, dire est-ce qu'on peut venir vous voir, est-ce qu'on peut visiter. Ils viennent uniquement quand on a un contrat de formation avec un BTS ou un bac pro. On vient juste 1 fois ou 2 par an pour évaluer l'élève, pour demander ce qu'on en pense, mais c'est souvent trop tard. Faire de la formation, surtout si on l'a fait pour qu'au bout, ça n'aboutisse pas sur un emploi, nous, ça ne nous intéresse pas. On préfère, si vous voulez, quand on investit durablement. Après aussi, il faut aussi que le législateur comprenne qu'aujourd'hui, pour nous, entreprises industrielles qui travaillons sur le Grand Sud-Ouest, on a des freins à l'apprentissage, parce que mes gars ne rentrent pas forcément tous les jours, ils couchent à l'hôtel, et les apprentis ont des contraintes particulières. Donc ça aussi, il faudrait qu'on essaie de trouver un petit peu de souplesse, parce que l'apprenti, si vous voulez, il faudrait qu'il rentre chez lui le jeudi soir, et ce n'est pas forcément évident. Il faut aussi partager localement les compétences pour dynamiser l'emploi. On ne peut pas être bon partout, il faut apprendre à co-traiter. Moi, je vous assure, j'ai développé un réseau d'artisans qui sont aujourd'hui des partenaires. C'est des gens aussi qui me servent de commerce, parce qu'il y a des choses que moi, j'ai pas envie de faire, qui sont à leur portée, que je leur donne. En échange, si vous voulez, ils m'amènent des choses plus importantes à réaliser, des changements de transformateurs, des TGBT, des choses dont ils n'ont pas les compétences. Il faut aussi se rassembler, parce qu'aujourd'hui, même si nous sommes un grand groupe, il faut apprendre à travailler, à co-traiter pour prendre des parts de marché plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas citer des noms, mais certaines offres sont présentées en multitechnique. Si les entreprises n'apprennent pas à travailler ensemble, on n'y arrivera pas. La gestion prévisionnelle, ça passera par un business plan global des entreprises de la région. Cela permettra de recenser les besoins et les niveaux de compétences requis. Il faut aussi identifier les formations de base nécessaires, parce que si les entreprises forment en interne, si vous voulez, il faut quand même qu'on ait des gens capables d'assimiler. Ensuite, au niveau de la plateforme RH, il faut connaître et utiliser les structures en place et faire connaître les dispositifs d'aide existants. Il faut recenser et se rassembler pour faire dispenser les formations obligatoires, parce qu'aujourd'hui, chaque entreprise dilue ses formations à Agen, à Bordeaux, à Toulouse. Aujourd'hui, on peut très bien faire un pôle formation obligatoire et faire travailler des entreprises locales. Il vaut mieux investir en prévention et diminuer sa contribution aux cotisations. Parce qu'aujourd'hui, un groupe comme nous, ça pèse 600 000 euros, les accidents de travail. Donc, vous voyez ce que ça pèse. Donc, je vous dis aujourd'hui, il faut vraiment investir dans tout ce qui est sécurité. Ensuite, il faut mettre en place un centre d'évaluation fiable pour prendre conscience qu'une orientation inadaptée sera inutile. Parce qu'une formation, quelqu'un qui n'est pas intéressé par sa formation ou à qui le métier ne plaît pas, si vous voulez, automatiquement, l'entreprise ne le conservera pas. Ça n'aboutira pas sur un emploi durable. Il ne faut pas gaspiller les formations. Il faut qu'elles soient assujetties impérativement à une embauche. Ensuite, je voulais en venir, c'était à l'accompagnement du chef d'entreprise. Là, vraiment, il faut rompre l'isolement, partager les problèmes, aider à anticiper ce cap des 3 ans souvent délicat et bénéficier des structures avant qu'il ne soit trop tard. Il faut partager ces problèmes, il ne faut pas rester dans son coin et attendre que le ciel nous tombe sur la tête.
Ensuite, il faut recenser les besoins urgents et temporaires. Aujourd'hui, c'est ce qui est plus difficile à gérer pour tous les groupes parce que tout le monde travaille avec un carnet de commandes à 3, 4 mois, 5 mois. Donc aujourd'hui, c'est très difficile pour nous aussi de prendre des décisions. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de partage de co-traitance parce que on veut bien recruter, mais si on utilise la personne que 6 mois par an, il faut peut-être la partager avec une autre entreprise. Cette idée de co-traitance, si vous voulez, elle est venue naturellement chez nous parce qu'à un moment donné, si vous voulez, on faisait de l'empilage de marge entre agences, entre sociétés à compétences différentes. Donc aujourd'hui, on a dit, si on veut survivre, il faut co-traiter. On appelle le copain, il vient travailler chez nous, ou on appelle une autre agence, elle vient travailler chez nous, et on lui donne la part du marché intégralement. Ensuite, il faut vraiment créer un site local Internet pour faire connaître ces besoins des entreprises. Il faut créer une plateforme de reconversion parce que dans tous les métiers aujourd'hui, et moi j'en ai eu, hélas, j'étais obligé de m'en séparer parce que c'est des gens qui ont subi soit un accident de travail, soit un problème, donc qu'on ne peut pas garder. Aujourd'hui, peut-être qu'en discutant, en se rencontrant plus, on peut recaser ces gens-là. Voilà, moi j'en avais fini. Donc, il y avait un pôle compétences Titane aussi qui a été identifié. Donc il y a un fort besoin sur le secteur. On est un des secteurs de France, voire le secteur de France où il y a le plus d'usinage de titane. Donc c'est une réflexion à mener. Donc le point positif, c'est qu'on a une marge de progression importante donc, sur la connaissance de l'offre de la formation en place sur le territoire par les entreprises. Il y a aussi une connaissance des entreprises locales et de leurs attentes par les organismes de formation qu'il faudra approfondir. Et la connaissance des entreprises entre elles. Donc pourquoi pas un club d'entreprise, puisque tous les chefs d'entreprise nous ont dit qu'ils ont multiples occasions de se réunir pour des événements sportifs ou autres, mais pour un vrai club d'entreprise, pour le développement de leur activité, c'est un réel besoin sur le territoire. Donc la réalisation de ces marges de progression ne se concrétisera que par une meilleure connaissance mutuelle. Évidemment, le succès dans la réalisation de ces axes de progression ne se fera pas que par une décision entière de chacun et une implication forte. Donc, on a parlé de facilitateur. Moi, j'aime bien employer un terme qui me reste de mon passé de chimiste, c'est que l'agglo doit être un catalyseur et être une force de proposition, de gouvernance et d'animation. Merci beaucoup. Vous voyez, une analyse assez fine et des propositions très concrètes.